Bonjour à toutes et tous. Donc on va enchaîner. Beaucoup de choses à dire. Bon, alors moi je suis aussi comme Anne, je suis très ému parce que bon, ça fait 34 ans que je suis au CAPC, Service Expo. Le fait de recevoir Marie-Laure, de voir beaucoup de têtes connues, des gens avec qui on a travaillé. Et je suis très heureux de retrouver Marie-Laure et de parler de toute cette période. Marie-Laure, juste deux mots pour te présenter. Tu as été conservatrice au musée Picasso, directrice aussi des archives, des cabinets d'art graphique aussi, du Centre Pompidou. Et puis après de 1997 à 2001, tu as été directrice adjointe ici au CAPC. Et à la suite en charge des collections d'art contemporain, enfin des expositions d'art contemporain au Louvre. Alors j'ai regardé un petit peu, j'ai feuilleté un peu toutes ces expositions qui ont eu lieu entre 1997 et 2002. Il y en a eu plus de 50, 56. Donc c'est énorme, beaucoup d'expositions, oui. Et alors d'abord une question toute bête, c'est comment toi tu es arrivé ici, tes premières impressions. Et voilà, c'était un peu pour débuter cette interview. Merci beaucoup François. Moi aussi je suis très émue, puis très excitée, enthousiaste de revenir dans cet endroit magique. Pour aller vite, c'est un peu un hasard. Comme tu l'as dit, moi je suis plutôt muséale et institution, et je suis plutôt art moderne qu'art contemporain. Donc dès le départ, je me sentais pas forcément légitime, mais j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai jamais été légitime. J'étais dans une forme d'imposture. Mais non. Mais que ce décalage ou cette forme d'imposture, finalement, permet beaucoup de liberté et d'être un peu au-delà des normes. Donc c'est mon mari, Bernard Marcadet, qui m'a emmené visiter la première fois le CAPC. J'ai évidemment le coup de foudre, c'était je crois pour l'expo Maïkele, et puis après Trafic et Annette. Donc j'avais vu 3 expos, emmenées par Bernard Marcadet, qui lui est bordelais et lui est commissaire d'art contemporain. Et comme ça, on a un peu rêvé avec Bernard, on s'est dit mais ça serait génial de travailler dans ce lieu, parce on avait entendu dire que Froment allait sans doute partir. Je me suis dit mais vraiment c'est un endroit formidable. Et je suis très amie avec Henri-Claude Cousseau, que j'ai appelé. Je lui ai dit, tu sais, tu devrais prendre la direction des musées et je viens avec toi. Et Henri-Claude m'a rappelé un mois après en me disant, écoute, voilà, j'ai été contactée pour la direction des musées. Est-ce que tu es toujours partante? J'ai évidemment dit oui. Voilà. Bon, tu as bien fait. Et j'ai pas regretté. Non. Mais c'est vrai qu'en arrivant ici, il y avait tout à réinventer. On avait une transition qui n'était pas évidente. J'étais très intimidée par l'équipe, même si après je me suis rendu compte que c'était une équipe formidable et j'ai un souvenir merveilleux de toi, de Philippe Berbion, de ce regretté Eric Felonneau, de Jenny Loga qui pour moi aussi a été un soutien extraordinaire d'écoute, parce qu'il fallait passer après Froment. Donc on avait le grand fantôme et l'ombre de Froment qui régnait. Donc il faut être à la hauteur. Donc c'est vrai que les axes qu'on a pris déjà avec Henri-Claude étaient quand même sur la collection découverte. Et j'attendais un peu pour imaginer la programmation, de connaître le contexte, connaître l'équipe, me replonger dans l'histoire du lieu, parce qu'on ne peut pas improviser comme ça, on s'inscrit dans une tradition, même s'il faut apporter quelque chose de nouveau. Et voilà, ça a commencé comme ça, par la collection. Et effectivement, donc là, il y a eu un ensemble de dépôts importants, à la fois du CNAP et de Beaubourg, et dont certaines pièces, comme celle de Kounelis ou de Louise Bourgeois. Et là aussi, comment cet axe en fait avait été choisi avec toi parce qu'en effet, moi je suis très attachée à la collection, donc elle a trouvé formidable, mais il y avait des grands trous et des grands manques. Et puis je savais que dans les réserves du FNAC et de Pompidou, il y avait des œuvres qui ne montraient jamais à cause de leur monumentalité ou de la complexité de l'installation. Donc j'étais voir mes collègues du centre et du FNAC pour essayer de compléter. Par exemple, il n'y avait pas de grand Cornelis. Louise Bourgeois, comme vous savez, je suis très attachée à Louise Bourgeois. Donc cette pièce précieuse liquide, je trouvais que c'était formidable dans la nef. On la reverra d'ailleurs dans l'exposition Louise Bourgeois. Et c'est vrai, le premier travail était sur la collection. Alors autour de toutes ces expositions, donc c'était toujours très difficile de choisir. Bon, on s'est accordé sur quelques noms. D'abord Toroni parce que c'était la première, Anish Kapoor, Cindy Sherman, Louise Bourgeois,
un peu sur l'exposition Miro et aussi Cindy Sherman, et on terminera par Présumé innocent et Jenny Holzer. Donc cette première expo, alors Toroni. Ben, ça me paraissait important de le faire. Alors, je sais que ça n'était pas toujours très bien compris, parce que Toroni n'a pas la monumentalité de Buren, mais enfin, c'est comme un artiste très important, un peintre de la scène française, pour moi très important. Et je trouvais que c'était logique et normal de lui rendre un hommage. Il a d'ailleurs laissé une trace d'empreintes qui sont au-dessus de l'ascenseur. Voilà. Et il y avait donc c'est une grande installation en fait avec des barriques, une grande installation avec des barriques au centre de la nef. Voilà. Et dont il reste des tonneaux encore un petit peu partout. Voilà. Grosse installation, grande installation aussi, ce fut celle d'Anish Kapoor. Hein. Alors ça, autre grande pièce aussi, dont tu étais C'était une des choses peut-être les plus difficiles à installer, parce que pour ceux qui se souviennent, il y avait 4 trous quand même. Il fallait faire 4 trous dans la nef. Et il y avait un trou bleu, un trou avec l'espèce de pièce qui a été achetée par le CNAC et déposée ici. Oui. Un trou carré, un trou rond. Et évidemment, il ne fallait pas de protection. Donc sur le plan de la sécurité, c'était extrêmement complexe. Il y a eu aussi cette énorme coupole recouverte de pigments, partout les œuvres en pigments. Donc c'est vrai que j'ai des souvenirs, on a travaillé comme des fous à la fois pour creuser des trous. Il y avait des pigments rouges partout, on était tous avec des masques et des pigments rouges. Parce qu'en fait, quand j'étais à Pompidou, j'avais rencontré Anish Kapoor et on devait faire une expo à la Salpêtrière, qui n'a pas eu lieu parce que je partais. Donc je lui dis, viens donc la faire au CAPC. Il a adoré le lieu. Et c'est vrai qu'on avait très peu de moyens, parce que c'était une expo qui coûtait très cher, qui venait de Londres, et qu'on a fait beaucoup de bricolage avec l'argent qu'on avait. Mais c'était pas la première, parce qu'il y avait déjà une très belle exposition, mes premières œuvres de Anish à Villeurbanne, mais c'était la première quand même grande exposition qui montrait les œuvres récentes d'Anish. Alors un des grands moments aussi, c'était un peu ta spécialité, Louise Bourgeois. Alors là aussi, moi je ne connaissais pas trop Louise Bourgeois, simplement de nom, et le fait d'avoir pu visualiser ces araignées géantes, d'avoir pu voir ces cellules, et aussi avoir lu ton livre, sa biographie, c'est en fait une personnalité vraiment, je trouve, très importante du XXe siècle dans l'art contemporain. Et alors, par rapport à toute cette monumentalité, parce que ça ne doit pas être très simple de mettre en place une telle exposition, toi, tu avais déjà l'idée, avant d'arriver ici, de faire cette exposition? Alors, déjà, moi, je voulais montrer pas mal d'artistes femmes, parce qu'on ne peut pas dire que Froment, à part la dernière exposition sur Annette Messager, bon, c'était l'époque aussi, n'a pas montré beaucoup d'artistes femmes, d'où forcément Louise Bourgeois, puisque je travaillais depuis longtemps sur elle, j'avais écrit sur elle, donc j'avais fait une expo de dessin. Donc, je rappelle que ce n'était pas la première exposition, il faut être modeste. Il y avait une très grande exposition au musée de la ville de Paris, faite en 95, en même temps que l'expo de dessin que j'avais fait à Beauvau. Donc comme c'est une artiste que je connaissais beaucoup, que le lieu était magnifique, et que l'expo de l'Arc, c'était 95, ne montrait pas ses derniers travaux. Tous ses travaux sur les tissus, sur les robes, sur les poupées mannequins, il manquait les cellules, ça s'arrêtait en 95. Et donc, j'ai demandé à Louise est-ce qu'elle accepterait de venir à Bordeaux. Et dès que je lui ai parlé de Bordeaux, c'était très émouvant parce que pour ceux qui ont lu ma biographie, vous savez peut-être qu'elle a adopté un enfant à Margaux. Donc, oui. Pour elle, Bordeaux, c'était Margaux, l'orphelinat de Margaux, son premier fils Michel. Et elle a tout de suite dit oui. Elle a ressorti toutes les archives de petit Michel. De ce voyage qu'il a fait donc fin 39, début 40 pour la rejoindre aux États-Unis. Bon, à part cette anecdote, le lieu me paraissait aussi propice, comme tu dis, aux cellules. Le côté qu'a Louise Bourgeois dans ses cellules de travailler avec le passé, donc il y avait aussi ce côté assez archaïque, comme ça, ancien du lieu, qui allait avec les habits, avec les matériaux, avec le bois. Et en plus, on a fait un catalogue assez original. On a demandé à Marie Dariussec. Oui, de faire un texte, c'est vrai, oui. Voilà. Et elle était très contente. C'était la première fois. Alors, elle a raconté ça parce qu'il y a eu un colloque après. Elle ne connaissait pas Louise Bourgeois non plus. Elle a d'abord cru que je l'interrogeais sur Louise Nevelson. Alors, je lui ai dit non, surtout pas. Ça, c'est la grande ennemie. Rien à voir. Donc, elle s'est plongée dans l'œuvre de Louise Bourgeois. Elle a écrit un joli petit texte qui s'appelle Dans la maison de Louise. Oui. Et il y avait aussi un certain nombre de dessins qui étaient aussi magnifiques. Bon, ce sont évidemment beaucoup plus... les Insomnia Drawings, oui, les Insomnia Drawings, oui, qui étaient assez... je crois que c'était la galerie du rez-de-chaussée, je pense que ça avait été installé.
Et dans cette installation de Louise Bourgeois, il y avait aussi une toute petite araignée, enfin une petite, qui était accrochée au plafond et qui était assez étonnante. Alors Louise n'avait pas pu venir, c'est donc Jérémy Gorovoy qui avait fait, en fait, avec Eric, qui avait fait le suivi de cette exposition. Et je repense quand même à son installation des cellules, de ces sortes de pièces fermées. Les enfants et les parents. Oui, les enfants et les parents. Les Red Rooms. Dans la nef, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois ce lieu qui est effectivement assez sombre et clos, et en fait, on pouvait, je pense, regarder simplement ces pièces, et on était assez émus de voir toutes ces chambres, ces choses très bouleversantes. Bah oui, tout l'art de Louise Bourgeois est fait avec ses émotions, avec son corps, avec ses émotions. Donc je pense que les gens qui l'ont découvert, qui ne connaissaient pas son travail, dans ce contexte-là, je pense que ça a dû être très, très frappant. Enfin, Autre femme artiste qui a été présente, c'est Cindy Sherman. Ça, il faut le dire, c'est première rétrospective en France quand même de Cindy Sherman. Donc elle faisait partie, elle, d'une exposition itinérante. Et ça a été comment ton contact avec elle? Comment tu es arrivé à faire en fait cette exposition? Par hasard, j'ai rencontré lors d'un voyage à New York Cindy Sherman et je lui ai demandé ses projets. Elle m'a dit j'ai une grande expo qui circule à Chicago. Je lui ai dit mais il faut qu'elle vienne à Bordeaux, Bon, elle connaissait quand même la réputation du CAPC de Bordeaux. Elle a tout de suite dit oui. Et donc j'ai pris contact avec les commissaires qu'il avait organisés aux États-Unis. Et Cindy Sherman est venue là très longtemps, pendant 15 jours. On a vraiment travaillé et vécu avec elle pour l'accrochage. C'était très sympathique. Je dis ça parce qu'après, j'ai fait une expo Cindy Sherman récemment, pendant le Covid, la fondation Louis Vuitton. Et là, Cindy Sherman n'est pas venue et personne n'est venu. Personne n'a vu cette exposition. Mais c'est vrai que là, c'était un temps fort aussi de pouvoir, pour une première fois en France, de voir ses œuvres. Et bon, maintenant, voilà, elle est beaucoup plus connue. Elle avait des œuvres dans la collection du FRAC. Il y avait des œuvres achetées, donc tout à fait, qui étaient quand même déjà très connues, mais qui n'avaient pas eu encore de grande exposition en France. Autre grande exposition aussi qui va marquer le CAPC, c'est le Présumé innocent de juin-octobre 2000. Alors on peut en dire beaucoup de choses. Est-ce que là aussi, tu peux nous parler de comment cette idée de cette exposition t'est venue? Stéphanie Moidon donc, était aussi. Je suis contente que tu en parles parce que j'ai l'impression que, comme ça a été un sujet, hélas, très dévoyé et brûlant, qu'on a un peu tendance à zapper cette exposition. Ça m'a fait beaucoup de peine parce que c'est un projet auquel je tenais depuis longtemps. En fait, mon idée, comme vous savez, j'ai fait une exposition qui s'appelait Féminin-Masculin avec Bernard Marcadet. Et j'aime bien les expositions qui sont en résonance avec des problèmes de société, avec des questions d'actualité. Donc là, c'est évidemment la question de la différence sexuelle et du genre. Et le problème de l'enfance, de l'hybridation, tout ça, du rapport des artistes à l'enfance, c'est un sujet bateau dans toute l'histoire de l'art. Mais il se trouve qu'à l'époque, on voyait de plus en plus d'artistes contemporains jouer avec des poupées, des jeux d'enfants, etc., même si c'est quelque chose qui a toujours existé au cours du XXe siècle. Et donc, je voulais faire une exposition dont le titre était très banal, qui s'appelait L'enfance de l'art. Donc, j'avais proposé ça à Henri-Claude Cousseau. Et j'ai rencontré Stéphanie Moidon, qui elle-même voulait faire un symposium plutôt sur l'adolescence. Donc, on s'est dit, on va faire un commissariat commun, enfance-adolescence, d'où Présumé innocent, qui nous paraissait un titre formidable. Alors, ce qui s'est passé avec cette exposition, c'est qu'à part ceux qui l'ont vue, personne n'en a parlé. À part le scandale médiatico-politique, on n'a parlé que de ça. Et à part un article dans La Croix, formidable, qui décrivait pièce par pièce, il y avait énormément d'artistes contemporains, il y avait eu énormément de productions. Donc pour moi, ça a été vraiment très, très dommage que ça soit oblitéré par mauvaise information ou désinformation. Et donc, il reste le catalogue avec une couverture d'Henri Dargère, qu'on connaissait encore très peu à l'époque. Moi, j'ai souvenir qu'il y avait, par exemple, une production de Rosemary Trockel qu'on n'a jamais revue avant. Il y a évidemment Louise Bourgeois, Christian Annette. On commençait vraiment dans les années 60. Et on faisait un binôme formidable avec Stéphanie, qui est d'une génération plus jeune que moi. Donc, moi, j'avais un peu les années 70, 60-70. Et elle, des artistes beaucoup plus contemporains. Donc d'abord, c'était un dialogue très fructueux de comment mélanger un peu tout ça. Et voilà, donc il y a eu là vraiment cette plainte à la fin de l'exposition qui a cassé tout. Mais c'est dommage parce que
à part la Croix, tous les autres articles ne parlaient que du scandale, enfin du scandale. C'était Il n'y avait rien du tout. C'était la parano de la mairie qui imaginait, d'abord parce que Juppé avait dit qu'il venait pas, enfin ou un truc stupide, et donc ça excitait beaucoup plus les journalistes que de parler de l'exposition. Et bon, c'était en plus l'expo de l'an 2000. Hein, on avait le label d'expo de l'an 2000, parce que c'était pas mal pour l'an 2000 de parler de l'enfance de l'art, de rappeler quand même cette relation très très forte que tous les artistes, que beaucoup d'artistes et de créateurs entretiennent avec le domaine de l'enfance. Ça nous paraissait un peu évident de faire une grande expo sur le sujet. Et ben voilà l'histoire. Oui, beaucoup de choses aussi autour de finalement de cette exposition, mais je pense que tu as dit l'essentiel, parce que ce qu'il faut garder effectivement en mémoire, c'est plutôt tous ces artistes qui avaient travaillé et qui avaient même parfois produit des œuvres pour cette exposition. Je ne sais pas si le catalogue existe encore, je crois qu'il soit épuisé. Je sais pas. Non, je crois qu'on peut le trouver toujours en librairie, je crois qu'il se vend toujours. Et donc il y avait, alors la nef, elle est aussi évidemment liée à des expositions thématiques, mais aussi à des grandes installations in situ d'artistes, et une autre femme artiste aussi qui était venue faire un travail assez extraordinaire, c'est Jenny Holzer, qui avait fait à la fois ce travail dans la nef aussi à l'extérieur. Donc, autre question. Jenny Holzer, je la connaissais bien aussi. J'avais vu sa magnifique exposition à la National Gallery de Berlin, où toutes ces grandes LED étaient au plafond. Et je me suis dit, c'est idéal pour la nef, absolument qu'elle fasse cette exposition. Alors là aussi, c'était un peu ambitieux parce qu'on n'avait absolument pas les moyens de faire ce genre de choses, parce que c'est une production assez chère et compliquée. Et puis c'était d'autant plus compliqué que j'avais quitté le CAPC à l'époque. J'étais déjà à Paris en 2001. Comme j'avais lancé ce projet, j'ai continué à m'en occuper vis-à-vis de Jenny. Et donc je crois que c'était une très belle installation, très radicale. Et ce qui était formidable, c'est les projections de texte qu'elle a fait sur la Garonne, sur Saint-Michel, dans un château à Bordeaux. La dune du Pilat. Et sur la dune du Pilat. Ouais. Donc on a suivi avec elle, parce qu'après, elle fait des photos de ces projections de texte. Et donc c'était vraiment formidable, je trouve, de faire ça. Parce que là aussi, c'est parce qu'elle avait une exposition en même temps à la chapelle de Salpêtrière. Donc on s'était dit, on va faire Paris, la chapelle de Salpêtrière, et la grande exposition à Bordeaux. Donc, on a vu toutes ces expositions liées à des invitations d'artistes, mais il y a eu aussi des expositions autour de la collection. On en parlait tout à l'heure de ces dépôts que vous aviez fait venir. Il y avait l'exposition collection découverte et collection parallèle. Première, oui. Et là, je voudrais m'arrêter un peu plus sur on parle peut-être moins effectivement de la collection du CAPC, mais qui est importante. Et l'idée de venir enrichir ces collections et de pouvoir les montrer. Et une des particularités ici, c'est vrai que lorsqu'il y avait une exposition autour de la collection, en fait, c'était de choisir un certain angle de vue afin de faire connaître cette collection. Et toi qui venais d'un musée, se retrouver ici aussi, puisque c'est ce que tu gérais, la collection d'art contemporain, c'est comment tu as pu vivre justement ce espèce de double... Moi, je trouve que la collection était très très riche d'enseignements et très, très, très formidable. Je me suis aussi occupée d'essayer d'acheter, malgré nos pauvres moyens, d'acheter des œuvres. Donc il y a eu d'abord l'achat, quand je suis arrivée, même si ça a été décidé avant moi, de la grande pièce d'Annette Messager. Ça me paraissait indispensable qu'elle entre dans la collection. J'ai fait acheter un Tony Grand aussi, parce qu'un Grand Buisson, on avait très très peu de moyens, mais donc c'était à chaque fois, si on pouvait au moins une fois par an acheter quelque chose. Bon, en même temps, on ne voulait pas montrer tout le temps la collection parce qu'elle a ses limites. Hein. Donc, même si on l'enrichit avec des dépôts, c'est pour ça que je félicite Cédric, même s'il n'est pas là, la façon dont il monte la collection avec Sandra, en enrichissant vraiment avec d'autres œuvres. Mais ça, c'est vraiment une très très bonne idée parce que à partir d'une thématique, on arrive à développer plus. Peut-être on a oublié, parce que ça disparaît complètement de toutes les mémoires, dans les expos monographiques, une expo de Luc Toymans, qui n'était pas très connu à l'époque, qui venait de Genève. Et Luc Toymans était venu là, avait montré un film un peu inédit. Et puis Ronnie Horn aussi, qui n'était pas encore une artiste très connue, qui avait fait aussi une performance en lisant tous ces textes The River Thames, un peu en anglais bien sûr.
Bon, c'était de plus petites choses, mais comme tu as cité 56 expositions Non, en mais 3 ans, ça veut dire que effectivement, c'était on pourrait les Jean-Marc citer. Avrila, qui heureusement était là, Oui. qui était mon collègue pour soutenir un peu de cette programmation ambitieuse. Toi, Il y avait, oui, Philippe Berbion, il y avait Éric Fellono, qui ont effectivement... Donc, je vous ai fait beaucoup travailler. Oui, on a beaucoup bossé, oui, mais bon, c'était un grand plaisir. Alors, l'autre sujet sur lequel je voulais plus parler aussi avec toi, parce que tu es une personne aussi de l'écriture, parler du travail sur les catalogues. On a parlé tout à l'heure un peu de la biographie de Louise Bourgeois, mais je trouve que aussi une des grandes particularités du CAPC a été et on l'a vu avec toute la période même de Jean-Louis Froment jusqu'à aujourd'hui, d'écrire, de faire appel à des auteurs. On l'a vu avec Marie Darrieussecq. Et c'est cet accompagnement aussi de l'écrit sur les expositions. Je pense que aussi c'est pas anodin d'avoir tout ce travail-là. Et tu as produit de nombreux catalogues, de nombreux écrits. Et est-ce qu'il y a dans ce nombre de catalogues une façon plus peut-être de penser, alors de façon un peu plus précise, le CAPC, d'abord son architecture, les artistes que l'on invite? Est-ce que c'est quelque chose auquel on pense? On se dit qu'il y a une façon de percevoir le musée? Le catalogue, bon, d'abord, le problème des éditions, c'est qu'on ne pouvait pas continuer les mêmes catalogues que Jean-Louis. C'était son identité très, très forte. Donc, on en a beaucoup parlé avec le graphiste de l'époque, dont j'ai oublié le nom, très sympathique, avec qui on a travaillé. Chez FSBO. Voilà, merci. Donc, il fallait garder un peu le même format, mais on voulait déjà mettre une image, pour déjà être plus dans le minimalisme absolu des années 80. Mettre une image et puis changer un tout petit peu la maquette tout en gardant un peu le même esprit. Donc, c'est toujours compliqué de suivre une tradition et inventer quelque chose d'un peu de nouveau. Donc c'est vrai que j'étais attachée. Bon, ça m'a fait faire beaucoup de textes. Ouais. Il fallait que, si possible, les images de l'installation in situ, parce que c'est quand même ça qui est intéressant à chaque fois ici au CAPC, d'avoir les images. Sinon, c'est pas intéressant. Oui. Donc c'est vrai que c'était compliqué à chaque fois. Non, on a fait. Moi, j'ai pas fait beaucoup de catalogues. J'ai fait Capour. Jenny Holzer, Louise Bourgeois, des grandes expositions. Ouais. Parce que Cities on the Move, donc. Oui, dont on n'a pas participé. Oui, il y a Cities on the Move aussi, qui était une grande exposition. Je vais vous en parler demain. Mais ça, c'était un peu une proposition que j'avais faite à Henri-Claude Cousseau, parce que je connaissais bien Hans Ulrich. Et il y avait comme cette idée très vite, moi, quand je suis arrivée, de profiter de l'histoire du CAPC, de son histoire coloniale, pour ouvrir sur le monde et la globalisation. On était quand même dans les années 90, on commençait à s'intéresser, depuis les magiciens de la Terre, quand même heureusement, à l'art des autres... du monde global, et le CAPC me paraissait le lieu idéal. Donc on s'est dit, on va faire l'Asie. Après, moi, je suis allée au Brésil, j'avais très envie de faire une expo sur l'art brésilien. Qui a eu lieu d'ailleurs après oui. Côte à côte avec Eric qui a suivi cette exposition, Eric Fellono. Voilà, mais j'étais partie. Et donc Henri-Claude était tout à fait d'accord sur l'Asie, mais il ne savait pas très bien comment faire. Donc, je rencontre Hans Ulrich et Wandro qui me disent qu'ils font une grande expo à Vienne sur la Cities on the Move. Oui. Et j'ai dit, il faut absolument qu'elle vienne au CAPC, qu'on soit les deuxièmes dans la boucle. Forcément, l'installation était différente. On a retravaillé les productions avec les artistes. Et c'est une exposition où je suis totalement impliquée avec toute l'équipe, je crois, et Jean-Marc, et Hans Ulrich et Wandro, parce que et c'était une collaboration avec Arc en Rêve, donc ça c'est très important aussi, parce que ça parlait de l'urbanisme et de l'architecture. On avait bricolé la muséographie nous-mêmes. Et je crois que ça a marqué vraiment l'histoire de CAPC, mais je ne vais pas développer. Hans Ulrich, je vous en a parlé. Mais on a des souvenirs, la première petite promenade en tuk-tuk dans Bordeaux, parce que les tuk-tuk n'existaient pas à l'époque. Maintenant, quand j'en vois partout à Paris, à Bordeaux, je me dis, c'est très banal. Mais à l'époque, le faire venir de Bangkok, avoir les permis de conduire, etc., c'était assez complexe. Alors, Cities on the Move, mais il y avait aussi beaucoup d'autres expositions, et je vais laisser un peu plus de temps là pour parler de nouveau de ton livre sur Louise Bourgeois, parce que je pense que c'est quelque chose qui a aussi beaucoup marqué cette biographie, et qui est avant ou qui est après l'expo? C'est quelque chose que tu as... Non, d'abord, j'avais fait une monographie sur Louise Bourgeois en 95 chez Flammarion, que j'ai réédité en 2008 lorsque j'ai été commissaire de la grande exposition à Pompidou, parce qu'en 2008, j'ai fait une grande exposition de Louise Bourgeois à Pompidou.
Et quand Louise Bourgeois est morte, j'étais très triste parce que c'était non seulement une artiste que j'admirais, mais c'est une femme que j'aimais vraiment. Donc, comme j'étais un peu en deuil, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai dit, je vais écrire sa vie. Puisque toutes ses œuvres parlent soi-disant de sa vie, je vais vérifier vraiment ce qu'elle dit et par rapport à son œuvre. Et donc, j'ai commencé en 2014, quand j'ai quitté le Louvre. Il fallait que je quitte le Louvre pour avoir un peu de temps, parce que toutes les archives sont à New York, donc ça veut dire beaucoup de voyages à New York. Et comme toutes les personnes de cet âge-là, elle a absolument gardé toutes ces archives. Donc, c'était des milliers de lettres, des journaux intimes. Un journal intime qu'elle a commencé à l'âge de 12 ans. Et là, il y a une anecdote très, très jolie sur ce journal. Quand j'ai fait l'exposition de Louise Bourgeois en 95, en même temps que l'Arc en 95, il y a un jour un monsieur qui m'appelle en disant « Bonjour madame, on parle beaucoup d'une artiste Louise Bourgeois, j'ai vu ça à la télévision, il y a des annonces partout. Voilà, j'ai acheté chez un marché aux puces il y a quelques années un petit cahier où il y a marqué Louise et je me demande si c'est pas la même Louise que votre artiste Louise Bourgeois. » Alors je dis amenez-moi immédiatement votre petit journal. Je vois le petit journal qui est un espèce de petit cahier Paris-Lyon-Marseille, parce qu'à l'époque, Louise Bourgeois descendait tous les hivers sur la Côte d'Azur pour soigner sa mère. Et je vois plein d'histoires, de petits dessins, Louison, papa, maman, je lis tout. Je dis, c'est évidemment Louise Bourgeois. J'envoie les photos à Louise Bourgeois, totalement bouleversée que ce carnet qu'elle aurait oublié dans le train, donc il y a très 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 longtemps, au 21-22, traîne comme ça chez un. Donc, ça, pour moi, c'était aussi le début de ce journal, de cette biographie, dans lequel j'ai essayé de coller au plus proche de la voix de Louise, de ce qu'elle disait, elle, d'être le... Bon, ça, je ne peux pas me rendre compte de ce que j'ai fait, mais bon, j'ai pris beaucoup de plaisir et beaucoup de temps à le faire. Et alors maintenant, tu es sur quoi là? Terminer sur des choses, pas forcément toujours sur le passé, mais... Oui, là, je prépare une grande exposition de nouveau avec Bernard Marcadet. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais bon, il se trouve que c'est comme ça. Après, féminin, masculin, on prépare pour le Centre Pompidou-Metz, là, très prochainement, en janvier 2024, une grande exposition sur Lacan. Lacan, quand l'art rencontre la psychanalyse. Donc voilà, là aussi, ça nous paraissait une des figures intellectuelles marquantes, puisque le Centre Pompidou a fait Barthes, il y a eu un hommage à Foucault, il y a eu des expos Bataille, une expo Freud, une expo Beckett, Breton bien sûr, toutes les grandes figures intellectuelles du XXe siècle ont fait l'objet d'hommages ou de rétrospectives, et Jacques Lacan, figure un peu incontournable quand même, quel que soit son héritage. Et surtout, c'est quelqu'un qui s'est énormément intéressé à l'art, que non seulement il possédait l'origine du monde de Courbet, qu'il avait fait cacher par le panneau de Masson, mais il a été très influencé par Dali, très lié au surréalisme. Donc c'est la première fois qu'on va faire les relations entre donc Lacan et l'art, et la psychanalyse et l'art. Voilà. Merci. Merci à toi, François, c'était un plaisir.